chez Jules Mahé, je travaille chez IDEAN depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Ça fait un peu plus de 3 ans surtout que je suis spécialisé sur toutes les thématiques d'industrialisation du design pour nos différents clients. Donc ça passe bien sûr et essentiellement par la mise en place de design system. Mais là, depuis quelques temps, il y a pas mal de choses aussi qui commencent à bouger autour de DesignOps. Et en fait, c'est pour ça en fait, que je trouve que ces deux sujets sont assez liés. C'est un peu là-dessus que je voudrais vous embarquer pour vous expliquer en quoi en fait, ils sont liés et en quoi en fait, ils se répondent l'un et l'autre. J'aime bien commencer en fait avec cette image pour parler en tout cas de design system dans un premier temps. Je ne vais pas vous faire une énième définition de ce que c'est en fait un design system parce que j'imagine que la plupart d'entre vous en fait Si, je vous pense qu'on avez... peut. Hein. Ok. Bah, en tout cas, j'aime bien utiliser cette image pour présenter ce que c'est le design system, mais avec, sous un autre angle, avec une métaphore. Parce que là, en fait, ce qu'on voit là, c'est une vue éclatée en fait, d'une machine à écrire. Et déjà, en fait, sur le principe de cette vue éclatée, je trouve intéressant parce qu'on retrouve un peu cette logique d'atomic design, de vue par composant, d'avoir la vision globale, qui sont, on va dire, un peu les principes finalement du design system. On retrouve cette méthodologie un peu d'atomique. Mais surtout, en fait, ce qui m'intéresse dans cette photo, c'est le fait que ça soit une machine à écrire qui soit représentée. Tout simplement parce que je suis assez convaincu que la machine à écrire, c'est peut-être l'un des premiers design systems qui a été fait par l'homme. Pourquoi je dis ça? Parce que avant qu'on ait les technologies d'impression pour pouvoir justement reproduire en fait des ouvrages, on faisait ça à la main avec des scribes qui manuellement en fait reproduisaient lettre par lettre, page par page, en fait toutes les, toutes les étapes en fait de reproduction d'un livre. Et évidemment, c'était quelque chose de très long, très chronophage. Il y avait une marge d'erreur qui était assez importante parce que évidemment l'erreur est humaine. Euh, et disons que la valeur ajoutée n'était pas forcément phénoménale dans ce genre de travail un peu lourd et rébarbatif. Et du coup, avec l'arrivée de l'impression et ensuite de la machine à écrire, je trouve que c'est justement un bon parallèle de comment finalement on a industrialisé cette technique et on va dire cet artisanat, justement en normalisant finalement le dessin du caractère typographique directement à travers les touches, comment on a normalisé la mise en page, comment on a normalisé aussi le format, avec des feuilles A4, ce genre de choses, et comment finalement en fait on a oui, mis en place une industrialisation à ce niveau-là. Et je trouve que c'est intéressant justement de voir que la machine à écrire, c'est peut-être justement ce premier design system, en tout cas cette forme d'industrialisation qui a commencé à se mettre en place, comme aujourd'hui on commence à mettre en place de l'industrialisation à travers les design systems euh, pour tous nos projets design, donc industrialiser les boutons, industrialiser les typographies, les couleurs, etc. etc. Et souvent, des craintes qui arrivent justement quand on commence à automatiser, à normaliser en fait tous ces processus, toute cette industrialisation du design, c'est où est-ce que se trouve en fait la place de l'humanité, de la créativité dans cette phase d'industrialisation. Et c'est des questions qui sont légitimes et qui reviennent assez souvent et je les comprends. Et en fait, moi, sur le premier volet du design system, j'aimerais bien essayer de répondre justement à ces deux volets d'humanité et de créativité. En quoi finalement le design system, justement, c'est quelque chose qui va justement beaucoup plus donner la part à l'humain et à la créativité, et que c'est en soi une très bonne chose que ça arrive maintenant. Et donc, le premier point que je voudrais aborder, c'est vraiment comment en fait un design system, c'est quelque chose de très humain et pourquoi c'est aussi très important d'humaniser en fait votre design system parce qu'on a souvent un peu tendance à penser qu'un design system, c'est surtout beaucoup de techniques, beaucoup d'outils, beaucoup de documentation, de choses qui sont, à dire, très froides, alors que en fait, nous, quand on présente en fait les design systems à nos clients, quand on doit en faire une définition, moi en tout cas, j'aime beaucoup dire que un design system, c'est avant tout et surtout fait par des humains et pour des humains. Que
Bien sûr, ça passe par des outils, des librairies de composants, des process, etc. Mais vous aurez beau faire la meilleure librairie de composants, vous aurez beau faire le meilleur design system du monde, en fait, si jamais il n'est pas adopté en fait, par vos équipes, s'il n'y a pas des gens derrière qui le pilotent, tout ce que vous aurez fait aura servi à rien parce que votre design system va mourir tout seul du fait qu'il n'y ait pas d'adoption. C'est pour ça que c'est très important de bien inclure en fait tous les acteurs d'un projet autour d'un design system, que ce soit des designers, des développeurs, mais aussi la communication, le pilotage, le marketing, le plus de monde possible pour qu'il y ait une forte adhésion qui s'opère autour de ce produit qui est le design system. Une petite parenthèse aussi, puisqu'on parle un peu justement d'inclure le plus de monde, je pense qu'il y a 2 niveaux d'inclusion à prendre en compte pour votre design system. C'est bien sûr les utilisateurs de votre design system, et j'entends par là ceux qui vont soit le consommer, soit le piloter, donc les designers, les développeurs, etc. Donc c'est un premier volet de personnes qu'il faut bien inclure et embarquer avec vous dans un design system, mais aussi parce que justement, on est dans une optique de normaliser, d'automatiser, d'industrialiser en fait de nombreuses choses à travers un design system. C'est à ce moment-là qu'il est important aussi d'inclure toutes les autres problématiques d'inclusion, mais là de vos utilisateurs finaux dans ce cas-là. Donc, bien sûr, tout ce qui va concerner l'accessibilité, le tone of voice, comment on s'adresse à certaines cibles, à certains publics, parce que en embarquant toutes ces problématiques de base, vous allez automatiquement les automatiser pour la suite. Et c'est une base d'inclusion qu'il faut prendre en compte dès la création en fait, de vos design systems. Une citation en fait, qui pourra appuyer un peu mon propos, parce que peut-être que c'est mieux quand c'est quelqu'un d'autre que moi qui le dit. Une citation de Dave Lata qui dit que la façon dont votre organisation crée des produits numériques ne se limite pas aux assets qui y sont publiés, ce sont les processus et les personnes impliquées qui déterminent le succès de votre design system au fil du temps. Je trouve que c'est intéressant parce que ça appuie un peu ce que j'essaie de vous expliquer sur le fait que ce n'est pas qu'une boîte à outils, ce n'est pas que des librairies de composants, ce n'est pas que des outils, un design system, mais c'est surtout en fait finalement les gens qui sont derrière le design system et les gens qui utilisent votre design system qui va déterminer si votre design system va durer dans le temps ou pas. C'est là où en fait finalement l'aspect humain devient important. Un autre aspect qui est important aussi dans les design systems, c'est les valeurs, en fait. C'est un élément qu'on va beaucoup retrouver dans les design systems qui va faire comprendre en fait pour qui et pourquoi en fait on fait un design system. Si vous allez sur la plupart en fait des design systems, il y a toujours à un moment donné une page qui va présenter les différentes valeurs, les grands principes, ce qui anime en fait ce design system. Et ce que je trouve intéressant en fait là-dedans, c'est que ça permet de ramener un peu justement cette part d'humanité du design system dans le sens où pas juste une librairie de contenu, pas juste des choses derrière qui ont construit ce design system et qui l'ont construit pour justement d'autres humains. Et que en fait, si on a mis en place ce design system, c'est pour des raisons peut-être d'inclusion, peut-être des raisons pour s'adresser à une cible, pour mieux collaborer avec les équipes, pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Ça peut être très varié. Et souvent, et c'est d'ailleurs c'est un conseil que je donnerais, c'est que si vous démarrez en fait un design system, essayez de démarrer rapidement aussi avec les valeurs. Pour 2 raisons. Déjà, ça va vous permettre d'embarquer pas mal de monde pour construire en fait ensemble, pour co-construire en fait ces valeurs. Et donc c'est une première brique pour pouvoir justement fédérer les gens autour de ce produit qui est le design system. Et d'autre part, c'est ce qui va vous permettre de mettre du sens en fait à votre design system et d'apporter cette touche un peu d'humanité pour vos utilisateurs. Une autre citation qui explique que correctement mis en œuvre, un design system ne se traduira pas seulement par d'importantes économies, une flexibilité et une cohérence des produits et des services, mais offrira un exemple de collaboration harmonieuse entre les équipes, favorisant des approches centrées sur l'humain, tant pour les clients que pour les organisations. Là, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça permet de souligner le fait qu'un design system, ce n'est pas que
pour gagner en efficacité, que pour gagner du temps, que pour réduire les coûts, ce genre de choses, même si bien sûr ça en fait partie, mais que c'est surtout, encore une fois, un outil qui va permettre de faciliter la collaboration avec les équipes et qui va surtout aligner en fait tous les acteurs d'un projet autour de valeurs communes, autour d'une vision qui va bénéficier à l'organisation, parce que ça va faciliter l'organisation, la collaboration, mais qui aussi à la fin va bénéficier à vos utilisateurs finaux, parce que ça va produire de meilleurs produits et donc de meilleures expériences en bout de chaîne. Et enfin, le dernier point qui peut paraître anodin, mais qui je trouve est finalement assez puissant, c'est l'importance de l'identité qu'on va donner en fait à un design system. Quel nom, quel logo en fait on va pouvoir lui apporter pour le rendre, on va dire, un peu unique. C'est vraiment quelque chose de particulièrement puissant et je reviendrai après pourquoi. Parce que ça va d'une part faire adopter en fait le système par vos équipes ça revient un peu à ce que je vous disais juste avant, c'est aussi ce qui va lui donner du sens et qui va véhiculer des valeurs. Si on regarde en fait la plupart des design systems, ils ont tous fait l'effort justement de trouver un nom et de créer une identité, un logo qui va les représenter de façon plus ou moins évidente. Par exemple, Decathlon, je trouve ça intéressant parce qu'ils ont appelé leur design system Vitamine. Et en fait, on fait plutôt bien le lien parce que Decathlon, on est autour du sport. Et donc, avec le nom Vitamine, on fait le lien parce que voilà, les vitamines, c'est ce qui nous permet dans notre corps pour avoir de l'énergie. Et donc, on fait le lien. Pareil avec Engie, Engie qui est quand même un acteur sur l'énergie. Ils ont appelé leur design system Fluide. Et pareil, on fait le lien avec peut-être un côté plus organique, avec le gaz, les matières premières, ce genre de choses. Mais en même temps, on comprend que c'est ce qui va peut-être fluidifier les échanges entre les équipes, qui va fluidifier la production des projets, etc. etc. Il y a Skyscanner aussi que je trouve intéressant parce que c'est un comparateur de vol. Ils ont appelé leur design system Backpack. Et donc, du coup, voilà, c'est littéralement le sac à dos. Donc, on reste un peu dans l'univers du voyage. En même temps, le sac à dos, je suppose que c'est là-dedans qu'on va trouver en fait tout ce qui nous est nécessaire et utile. C'est un peu la boîte à outils du design system. Et en fait, même moi, de mon expérience, quand on a accompagné en fait le Crédit Agricole dans la mise en place de leur design system il y a 3 ans, il y a vraiment eu un avant et un après l'instant où on lui a donné un nom. Pour information, on a nommé le design system de Crédit Agricole Musli. Et c'est pas anodin parce que justement, en fait, on raconte une histoire derrière ce nom. On est revenu un peu sur les origines de ce que c'est le Crédit Agricole. Donc, c'est la banque des agriculteurs. Et on a joué du coup avec cette imagerie de l'agriculture, justement, sur le fait que voilà, on a des champs de blé, des champs de céréales, et donc quand on prend toutes ces céréales ensemble et qu'on met dans un bol, ça nous fait un bol de céréales, un bol de muesli. Et c'est généralement quelque chose qu'on prend le matin pour bien démarrer sa journée. Et donc du coup, le design system de Crédit Agricole, c'est la même chose, c'est quelque chose qu'on prend dès le démarrage pour bien démarrer en fait un projet. Et ça, c'est assez révélateur parce que il y a eu un avant et un après Musli, dans le sens où au début, quand on faisait le design system, je pense que ça ne parlait pas à grand monde, c'était un peu froid, c'était pas fait comme nom. Et surtout, je pense qu'il y a un gros problème avec les design systems aujourd'hui, c'est que ça s'appelle design system et que du coup ça cloisonne. Les gens vont dire ah bah oui c'est un truc de designer ou alors c'est un truc système donc c'est un truc technique, ça ne me concerne pas. Et donc le fait de créer un nom, en fait ça va vraiment apporter, on va dire, non ça va plutôt casser les barrières et ça va justement rassembler les gens autour d'un projet commun. Et je pense que là, avec cet exemple que j'ai vécu avec Musli pour le Crédit Agricole, c'est assez révélateur parce que d'une part, et ça je l'encourage encore une fois, on a vraiment organisé autour d'un atelier de brainstorming un peu poussé où on embarque le plus de monde possible, que ce soit des designers, des développeurs, la direction, le plus de monde possible pour que justement, encore une fois, on fédère le plus de monde autour de ce projet, que les gens se sentent impliqués dans la décision du nom. Et d'autre part, dès l'instant où en fait, les gens ont commencé à parler de muscles en interne, ça a suscité de l'intérêt, ça a créé de la curiosité et ça, je pense que c'est en grande partie pour ça que le design system Crédit Agricole fonctionne aujourd'hui. C'est parce que il a une identité, il a un nom qui lui est unique et qui parle finalement à tous
tous les employés qui travaillent avec ce design system. Du coup, pour conclure, je prends une citation de Brad Frost qui dit qu'un design system, c'est l'histoire en fait, du processus de conception et de fabrication des produits numériques de votre organisation. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que voilà, ça rejoint un peu tout ce que je vous dis depuis le début sur le fait qu'on ne limite pas un design system à simplement des outils ou simplement des librairies de composants ou des documentations, ce genre de choses, mais que c'est beaucoup plus que ça, que c'est des valeurs, que ce sont des humains qui sont derrière. Et puis c'est surtout, en fait, finalement, quelle histoire vous voulez raconter à travers le design system, comment en fait, vous allez embarquer en fait, vos équipes pour faciliter en fait, leur travail, pour les amener vers une vision commune et quelle philosophie, quelle culture en fait, vous allez finalement créer à travers ce design system. Ce qui m'amène rapidement à un autre point par rapport à la créativité. J'aime bien penser qu'en fait, la créativité, elle naît de la contrainte d'une certaine façon, que c'est important d'avoir, on va dire, un cadre, d'avoir des règles, d'avoir un système, justement pour pouvoir s'en affranchir. C'est pour ça que je parle de hacker le système, parce que je pense que pour pouvoir être créatif, on a quand même finalement besoin d'un périmètre pour pouvoir justement le dépasser, pour pouvoir le casser. Je vais vous montrer une toute petite vidéo juste après, qui va un peu vous faire comprendre qu'on peut industrialiser des choses, et pour autant que ça ne soit pas forcément visible et qui laisse du coup une grande part à la créativité en parallèle. Et en fait, je trouve cette vidéo plutôt intéressante parce que ça montre bien que finalement, le concept du design system, en fait, il n'est pas si nouveau que ça au final. Euh, on le voit en fait avec cette vidéo de Disney que c'est finalement le design system, c'est peut-être finalement qu'une industrialisation parmi tant d'autres qui, pour autant, ne bride pas la créativité. Alors, je vois qu'il y a des messages, mais je regarde juste un instant. Ok, d'accord, super. Ok. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas non plus étonnant qu'en fait Disney ait mis en place cette industrialisation parce que on comprend tout à fait qu'ils aient besoin de produire en fait des dessins en masse, qu'ils aient besoin de gagner du temps pour pouvoir être plus efficace et livrer en fait, on va dire, des productions rapidement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que là, clairement, on voit qu'il y a un schéma, qu'il y a quelque chose qui se répète, qui est comme un squelette en fait, qui est commun entre les deux dessins animés que je viens de vous montrer, mais pour autant, on arrive des univers, des personnages, des décors et si on les regarde séparément, on ne se douterait jamais en fait qu'ils ont une base commune. Et pour moi, en fait, on peut être aussi créatif du coup avec un design system parce que c'est rien plus que finalement un cadre, c'est rien plus que aussi un squelette, appelez-le comme vous voulez. C'est juste une base de travail sur laquelle vous allez pouvoir en fait essayer de recours, en dire, à votre créativité. J'ai une autre vidéo que je vais vous montrer juste après, qui est un tout petit peu plus longue. Je vais juste commenter dessus parce qu'elle est en anglais, mais c'est assez facile à comprendre. C'est plus pour vous montrer que la créativité nécessite du temps, bien sûr, et en quoi finalement le design system va permettre de libérer la créativité dans ce sens-là. Donc là, en fait, on demande à des élèves de reproduire en fait, une horloge en 10 secondes seulement.
Et donc, on va voir le résultat. Et ensuite, on va leur demander de refaire la même chose, mais cette fois en leur donnant 10 minutes pour faire la même horloge. Et en fait, ce que je trouve intéressant avec cette vidéo que je viens de vous montrer, c'est que c'est deux choses. En fait, il y a deux choses importantes que j'aimerais vous partager. C'est que la première, c'est que il faut le design system, en fait, ça va libérer finalement du temps aux designers. On le voit, hein, c'est pas sous la contrainte du temps qu'on peut être créatif. Et aujourd'hui, en fait, le travail d'un designer, il est, on va dire, parasité par plein d'autres choses qui ne sont pas forcément là où il peut avoir sa valeur ajoutée. Je ne pense pas que de refaire 150 fois le même bouton sur des interfaces, ça a vraiment un intérêt pour un designer. Euh, il faut essayer de lui faire gagner du temps, il faut éviter de se reposer 150 fois les mêmes questions sur le bon arrondi, la bonne couleur, le bon espacement que peut avoir un bouton, que peut avoir un formulaire, n'importe quel composant en fait. Et donc si en fait le design system permet de mettre à disposition en fait des éléments déjà prêts à l'emploi, où on a déjà réfléchi, où on s'est déjà posé toutes ces questions, bah, c'est autant de temps et autant de questions que le designer n'a plus besoin de, enfin, il n'a plus besoin de réfléchir en fait à tout ça, et donc c'est du temps gagné. Et du coup, surtout, ça lui permet de se pencher sur, on va dire, l'essentiel de son travail et là où il peut apporter une véritable valeur ajoutée. Et pour ça, bah, ça va passer par des meilleurs parcours utilisateurs, par comment remettre un peu d'émotion, comment peut-être mieux travailler l'interaction, comment ramener justement un peu d'humanité dans les interfaces, dans les produits. Et ça peut passer peut-être par plus de travail illustratif, peut-être par de l'animation, peut-être par d'autres éléments qui sont plus du design pur que des questions évidentes qui sont inutiles, qui n'ont pas besoin d'être reposées à chaque fois qu'on fait un parcours. Et l'autre point en fait que je trouve aussi intéressant avec cette vidéo, c'est qu'en fait on voit bien qu'en partant finalement de la même matière de base, d'un même composant, donc là si on prend l'exemple avec l'horloge, bah, ça ne nous empêche pas, comme on l'a vu avec l'exemple de de pouvoir partir de la même base et en avoir un résultat qui est quand même différent à la sortie. Euh, et tout ça pour vous dire que voilà, c'est pas parce qu'un design system vous propose en fait des choses par défaut que ça va brider votre créativité et que ça va vous empêcher en fait de proposer de nouvelles choses. Ah, alors juste avant que je passe à la prochaine vidéo, c'est la dernière, je vais juste vous la montrer sans la commenter. C'est une très longue vidéo, je ne vais pas vous la montrer en entière, il n'y a pas d'intérêt. Je vais juste vous montrer le début et je vais vous expliquer ensuite pourquoi je vous l'ai montré, parce que ça aura un meilleur effet de surprise.
J'arrête là, parce que vous avez compris, du coup, c'est une espèce de petit concert de jazz. Pour ceux qui auraient été les plus attentifs, vous aurez remarqué qu'il y avait un petit quelques minutes dans le coin qui montrait que c'était un concert qui avait lieu pendant un événement d'une conférence sur le Design Ops. C'est un peu une coïncidence, ou presque pas. J'en parlerai juste après. Mais ce qui est en fait très intéressant, c'est que cet interlude musical qui a eu lieu pendant la conférence du Design Ops, en fait, ils ont annoncé avant ou après, je ne sais plus, c'est pas très grave, que en fait, ces 4 musiciens que vous venez de voir et qui jouent tous ensemble, et en fait, ils ne se connaissent pas du tout, que c'est la première fois qu'ils se sont rencontrés en montant sur scène, et que du coup, par conséquent, ils n'avaient jamais répété ensemble, et que ils ont complètement improvisé en fait un morceau. Et j'espère que du coup vous avez bien entendu, mais du coup, vous avez vu qu'il n'y a pas de fausse note particulière, que c'est un morceau qui fonctionne, qui est cohérent. Et ça, en fait, c'est en partie des caractéristiques au jazz qui fonctionne en fait sur ce modèle d'improvisation. Mais surtout, l'enseignement en fait qui a tiré de ça, c'est que on peut être créatif avec, encore une fois, un cadre et des règles, et c'est le cas avec cet exemple musical, parce que ils ont pu en fait composer ensemble, ils ont pu collaborer ensemble, ils ont pu être créatifs et improviser de cette façon, parce qu'ils avaient le même background musical, parce qu'ils avaient la même éducation au jazz, et donc ils connaissaient, on va dire, les règles, ils connaissaient les contraintes, ils connaissaient les structures et comment, on va dire, rythmer ensemble de façon harmonieuse. Et pour moi, en fait, le design system, c'est un peu ça, c'est finalement une méthode pour concevoir qui va, on va dire, donner des clés pour avoir la logique et les gènes de travail nécessaires, qui est d'ailleurs en soi plus proche de la logique des développeurs, pour pouvoir justement mieux travailler ensemble. Si en fait on a tous on va dire, une méthode qui est commune et qui est universelle à toutes nos équipes dans une organisation, justement, ça va permettre de mieux travailler ensemble. Et alors, bien sûr, on va uniformiser d'une certaine façon, mais pour pouvoir à la fois mieux collaborer et pouvoir peut-être même mieux improviser par la suite. Ça, je l'ai rajouté un peu en dernière minute dans la présentation, mais je trouvais que c'était un peu intéressant, c'est parce que c'est sorti là, il y a à peu près 2 jours. Google, en fait, a fait quelques annonces qui vont un peu dans le sens de tout ce que je vous dis, en tout cas, que j'ai envie de suivre de près parce que je trouve ça intéressant. Ils ont sorti, en fait, une mise à jour de Material Design, qui est un des premiers design systems, un des plus gros design systems, en tout cas, qui est sorti en 2014, et qui s'appelle maintenant Material U, et qui a vraiment pour ambition de donner énormément de place à la personnalité. C'est que Google est une interface unique qui ne se ressemble pas forcément d'un utilisateur à l'autre. Et ça va passer par, à la fois en effet des changements de couleur, mais ça peut aussi passer par des changements d'épaisseur de bordure, de radius, de positionnement et de taille des composants, etc. Et surtout, ça va être aussi très contextuel à notre usage. Par exemple, si on est chez soi ou si on est en train de faire un peu de running à l'extérieur, c'est une interface qui peut s'adapter et qui du coup va peut-être être plus accessible, qui va être plus contextuelle en fait à notre usage, que ce soit par ce qu'on est en train de faire ou par rapport à nos envies et nos habitudes. Et en fait, je trouve ça intéressant parce que ça n'empêche pas que derrière, c'est quand même un design system. C'est simplement que je pense que le design system, il s'efface de plus en plus pour justement mettre un peu plus de place à la personnalisation, à l'humain, à la créativité d'une manière générale. Et je trouve ça bien qu'en fait, ce soit maintenant que Google propose ce genre de solution parce que je pense que ça commence justement à répondre à toutes ces craintes qu'on peut avoir autour de la normalisation et de l'industrialisation du design et en quoi finalement on peut avoir une industrialisation et pour autant avoir, on va dire, beaucoup de marge de manœuvre. Tout ça pour conclure sur le fait qu'un design system, ce n'est pas qu'un outil et des process, mais c'est finalement un moyen de transformer une organisation. Je voulais bien répéter, mais je le redis, un design system, ce n'est pas que des outils, ce n'est pas que des composants, ce n'est pas
que tout ça, c'est aussi et surtout des humains qui sont derrière, c'est des valeurs, c'est surtout, on va dire, une culture qui va se créer en fait au sein de votre entreprise. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien aussi dire d'une certaine façon qu'en fait, un design system, c'est plutôt un cheval de Troie qu'on fait entrer en fait dans une organisation parce que en, en commençant à mettre en place un design system dans votre entreprise, on pourrait se dire que voilà, c'est juste pour gagner en efficacité, pour mieux collaborer avec les développeurs, par exemple, ce genre de choses. Mais en fait, non, et ça, je le vois aussi avec ma propre expérience, ça va amener plein d'autres questions, ça va ouvrir plein d'autres débats, ça va amener à plein de réflexions sur peut-être des questionnements stratégiques au niveau de la marque, comment elle se positionne vis-à-vis de filiales, de branches, comment elle doit s'adapter au digital, par exemple. Ça va peut-être aussi débloquer des budgets ou des ressources pour pouvoir travailler sur d'autres sujets annexes autour du design system. Bref, le design system, c'est finalement vraiment un cheval de Troie qui va amener à des questions plus structurantes parce que en fait, ça va insuffler finalement une culture design au sein de l'organisation. Ce qui m'amène du coup naturellement à ce sujet de design ops qui pour moi est justement une réponse assez naturelle à tout ça. C'est en tout cas de mon expérience, je l'ai vécu comme ça. On commence par le design system et en fait, on met le doigt dans un engrenage qui est un peu plus énorme que ça et qui nous emmène à des questionnements plus profonds sur l'organisation et l'impact du design au sein de cette organisation. Je vais du coup un peu développer ce que c'est le design ops exactement. La définition que donne le Nissel Norman Group à ce sujet, c'est que le design ops a pour vocation d'optimiser, de coordonner et d'orchestrer en fait la conception des projets à travers ces processus, ces personnes impliquées. Le but étant d'amplifier, de mesurer et de valoriser l'impact du design à grande échelle. Je vais rentrer plus en détail, vous allez un peu mieux comprendre, je pense, ce qu'on entend derrière tout ça. Déjà, si on fait un focus sur l'origine du nom Design Ops, c'est un terme déjà qu'on a vu apparaître autour de 2015, mais qui a vraiment pris son essor en 2018, parce que d'une part, il a été référencé par TechRadar à la fin 2017, mais aussi et surtout parce que InVision a sorti un livre en juin 2018 qui s'appelle Design Ops Handbook, qui a fortement du coup aidé à son déploiement et à son adoption par les designers. Design Ops, je pense que ça ne vous a pas échappé, c'est la fusion des termes de design et opération, et ça évoque inévitablement, on va dire son équivalent technique chez nos amis des développeurs, qui est le DevOps. Si le parallèle entre les deux métiers il peut paraître un peu évident, c'est parce qu'ils possèdent en effet des philosophies, des objectifs qui sont communs. Donc, ça va être autour de la collaboration, de la communication et de l'automatisation. Et donc, derrière en fait, ce terme d'opération, on retrouve l'ensemble en fait, des processus, des outils et des méthodes qui vont permettre de rassembler les équipes pour pouvoir mieux les faire travailler ensemble. Ça les designers, ça va à tous les acteurs qui sont impliqués de près ou de loin dans les processus de design. Ça, j'y reviendrai un peu après, mais essayez de garder en tête que le design ops, justement, ça va toucher tous les corps de métier, toutes les équipes. Pourquoi en fait on parle de design ops aujourd'hui, pourquoi ça intervient que maintenant ou pourquoi ça intervient à ce moment-là? C'est très contextuel. C'est parce que le design en fait aujourd'hui n'a jamais eu autant d'importance au sein des organisations que maintenant. Que ce soit stratégiquement ou numériquement, son impact n'a jamais été aussi fort. On le voit, hein, d'ailleurs, les équipes de design elles grandissent. La place du design et des choix, des décisions design, elle n'a jamais été aussi importante dans des décisions stratégiques. On le voit aussi, hein, l'internalisation des ressources en interne dans les entreprises, elle est croissante. Mais il y a aussi tous les outils hein, qui n'ont jamais été aussi adaptés, qui n'ont jamais été aussi puissants pour les designers pour répondre à leurs besoins. Je pense bien sûr à des sketchs, à des Figma, des InVision, à des Zero Eight, ce genre de choses. Pendant très longtemps, on était encore sous la suite Adobe et ce n'était pas vraiment adapté à nos besoins de designers. Et en parallèle, on a aussi tout l'essor du développement agile qui a nécessité une très forte intégration entre le design et la technologie. Et aujourd'hui, maintenant, on a des vraies attentes pour trouver un moyen de proposer un design qui puisse justement être à grande échelle, qui puisse
répondre en fait à ces enjeux de cohérence et d'optimisation pour des projets qui sont toujours de plus en plus complexes. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, le DesignOps, il intervient assez naturellement dans ce contexte. Il intervient un peu en réponse à tous ces changements pour pouvoir justement faciliter le déploiement du design, pour pouvoir faciliter son implémentation et pour pouvoir faciliter son évangélisation. Et du coup, concrètement, c'est quoi le rôle d'un ou d'une DesignOps au quotidien? Pour moi, en tout cas, ça s'articule autour de quatre grands thèmes que je vais vous détailler. Le premier, évidemment, sans grande surprise, ça va être autour de tout ce qui est industrialisé. Ce que j'entends par là, c'est que c'est bien sûr une de ses missions principales d'automatiser un maximum de choses pour pouvoir améliorer le flux de travail des équipes. Et donc pour ça, en fait, DesignOps a plusieurs façons en fait, d'industrialiser les tâches de design au quotidien. Bien sûr, il va commencer à auditer un peu l'existant pour identifier les lacunes, les manques et les besoins. Il va ensuite mettre en place des processus pour optimiser ce qu'il a identifié. Ce qui va être important aussi pour un DesignOps, c'est de mettre en place des indicateurs de succès dès maintenant pour pouvoir se dire, avant on travaillait comme ça, maintenant on arrive à faire ça, et donc du coup de pouvoir vraiment mesurer l'impact de son rôle au sein de l'organisation. Mais ça va passer aussi par des petits détails qui sont en fait très importants, comme de faire adopter en fait un langage commun à travers la nomenclature aux équipes sur leur façon de nommer, d'organiser, de ranger en fait leur travail. Et aussi toutes ces problématiques d'identifier, de relier les bonnes personnes aux bonnes étapes clés, avec les bonnes compétences, pour pouvoir en tirer une gouvernance qui est assez claire sur toutes les étapes d'un projet. Ensuite, il y a toute la partie outillage qui est une partie très importante parce que c'est un peu la pierre angulaire qui va permettre au DesignOps de piloter un peu toutes ces tâches. C'est pour ça que la partie des outils est très importante, c'est une partie cruciale parce qu'elle a un réel impact sur tout ce que fait le DesignOps, en tout cas sur tout ce qu'il va souhaiter mettre en place, souhaiter optimiser, souhaiter standardiser, et c'est ce qui va lui permettre aussi de faciliter l'adoption de tous les processus de travail qu'il va vouloir mettre en place. Donc, ces outils, c'est assez large, ce n'est pas forcément que des outils design, ça peut être aussi bien des outils de collaboration, de communication, je pense tout simplement par exemple à un Slack, ou un Skype, ou un Teams, mais aussi des outils comme des Dropbox, ou des Freehand, des Mural, ce genre de choses. On trouve bien sûr aussi tous les outils de conception design, Sketch, Figma, XD, Axure, InDigen, Principle, ce genre de choses. Mais après aussi, tout ce qui va être peut-être plus benchmark, arborescence, comme ça peut être un Dribble, un Pinterest, ça peut être un Whimsical pour tirer des arborescences. Tout ce qui est aussi observation et test utilisateur, comme un lookback, un test APIC, tout ce qui est traitement de données, ça peut passer par un Typeform, par un Airtable, ce genre de choses. Et aussi tout ce qui est autour des design systems, je pense notamment à un 08 pour la documentation. Je pense que toute la phase d'évangélisation, c'est une phase qui est importante dans le rôle des designers pour pouvoir maintenir en fait tous ces autres axes ensemble, parce que c'est un peu le ciment, on va dire, de la culture design que le DesignOps essaye d'instaurer. Parce qu'installer en fait une culture design au sein de l'organisation, donc c'est ce qui va permettre aux équipes de travailler dans un climat qui soit à la fois sain et productif et dynamique. Et cette évangélisation, en fait, elle prend plusieurs formes. Ça peut passer par la formation pour faire grandir les designers, mais peut-être pas que les designers, d'ailleurs, peut-être d'autres. Donc, le rôle du designer, c'est d'identifier les manques et les besoins en compétences, quitte à recruter s'il y a besoin, on y reviendra. Ça va être aussi de mettre en place un vrai partage de connaissances pour partager, pour favoriser les échanges, pour diffuser le savoir, pour instaurer la culture dans laquelle, enfin, cette culture design dans laquelle on veut que chacun partage avec le reste des équipes. Donc, c'est comment créer finalement ce climat d'échange. Ça va être aussi de vulgariser et de traduire, on va dire, des termes design pour les autres équipes, pour les autres départements, afin d'aider à ce que tout le monde parle le même langage, mais aussi comprenne la valeur du design. Et enfin, tout ça, c'est pour amplifier finalement cette valeur design en faisant adopter cette culture et ces processus par toute l'organisation. Donc, c'est un peu ça le rôle de l'évangélisation. Et le dernier point,
c'est tout ce qui est coordination, parce que en fait, justement, le Design Ops a une connaissance assez fine de tous les métiers du design. Son rôle, en fait, il est donc assez clé pour pouvoir justement piloter tous les aspects liés de près ou de loin au métier du design, que ce soit des aspects commerciaux, des aspects humains, des aspects financiers. Cette gestion et cette coordination, en fait, elle passe par plusieurs facteurs. Par exemple, la gestion des effectifs, pour pouvoir bien vendre et optimiser les affectations des designers sur les projets, par exemple. Ça peut aussi passer par la gestion des ressources humaines, avec la rédaction des fiches de poste, avec l'identification des besoins dont je parlais tout à l'heure, par le recrutement aussi, comme je le mentionnais, ou aussi l'onboarding des nouveaux arrivants, afin qu'ils soient opérationnels le plus rapidement possible. Ça va aussi toujours sur la partie humaine, être sur la gestion du roulement, donc, enfin, le turnover, pour maintenir une bonne dynamique d'équipe, tracer une bonne trajectoire de carrière. Et donc, ça passe aussi par la formation et la montée en compétences de ces équipes, parce que je pense qu'une entreprise a tout intérêt à capitaliser sur des ressources qu'on fait monter en compétences plutôt que de continuellement former en fait des nouveaux arrivants. Et enfin, il y a aussi tout l'aspect, on va dire, budgétaire des outils que je mentionnais tout à l'heure, mais aussi peut-être l'aspect budgétaire des designers pour bien estimer, bien allouer en fait des personnes clés et des compétences clés sur les différents projets. Et donc tout ça, en fait, c'est le quotidien d'un design ops. C'est ce qui fait, c'est ce qui est attendu en termes de compétences, en termes de savoir-faire et de savoir-être pour un ou une design ops, voire une équipe design ops. Et en fait, au final, le but du design ops, à travers toutes ces tâches, c'est justement de libérer tous les autres designers de toutes ces autres tâches qui sont non design. Donc, c'est un peu ce que je disais sur la gestion des outils, sur le recrutement, sur la nomenclature, sur la documentation, tous ces aspects-là qui ne sont pas forcément le cœur de métier des designers, mais qu'on fait malgré nous, qui prennent beaucoup de temps. Et si on les décharge sur un rôle comme le design ops, ça va permettre aux autres designers de se concentrer sur leur travail principal et ainsi de bien apporter leur vraie valeur ajoutée au sein des projets parce qu'ils ont le temps et l'occasion de pouvoir se concentrer sur leur projet. Et je sais que ça peut paraître encore un peu flou et des fois on peut se dire mais du coup un design system, est-ce que c'est pas déjà un design ops? C'est un peu facile de faire raccourci entre une équipe qui fait un design system, bah, c'est une équipe design ops. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça parce que même si je suis d'accord, le design ops ça a un peu une démarche similaire, le design system c'est un peu une démarche similaire au design ops, il y a quand même pas mal de nuances en fait. Parce que d'un côté, ok, à travers la création, la maintenance et le partage, l'interconnexion des librairies de composants avec la documentation, tout ce qui fait un design system, ça va bien sûr permettre de faciliter la cohérence, de réduire des coûts, d'optimiser le travail des équipes sur les projets, etc. Ça, oui. Mais de l'autre côté, si en fait déployer en fait une cohérence à travers les projets et les équipes, ça nécessite bien sûr une rigueur, des processus et de l'organisation. En fait, le design ops, ça englobe beaucoup plus que de mettre en place un design system. Mais le design ops, lui, il se concentre davantage en fait sur le lien en fait entre les différentes équipes, avec toujours ce même but de concevoir, de livrer la meilleure expérience utilisateur possible. Mais pour ça, il y a ce schéma que j'aime bien, qui montre bien qu'en fait le design system, c'est juste finalement une branche, un outil, enfin un axe du design ops, et que surtout en fait le design ops, il se met à l'interface, c'est le lien en fait entre toutes les équipes, que ce soit la direction, que ce soit la conception, le pilotage, le développeur, etc. C'est lui qui va créer un peu ce ciment et qui va un peu casser les barrières, les silos entre les équipes et qui va justement les amener à mieux collaborer ensemble. Donc voilà, essayez bien de retenir le fait que le design ops, c'est l'interface entre le management, les concepteurs, les développeurs, les équipes de pilotage. C'est pourquoi c'est important de mettre en place en fait tous ces outils, tout l'environnement qui est nécessaire, que je vous détaillais juste avant, pour pouvoir faciliter justement ces passations entre les équipes et pour qu'on puisse démarrer chaque projet avec le plus d'agilité, le moins de friction et la meilleure intégration possible. Et il ne s'agit pas forcément d'un nouveau département en tant que soi qu'il faut créer, genre un département design ops, ou alors d'une nouvelle étape dans le design, dans les processus de design, mais
il faut plutôt voir le design ops comme quelque chose qu'il faut installer, comme quelque chose qu'il faut ritualiser au sein de la culture design, au sein de l'organisation comme une culture design, je veux dire. Et c'est pour ça que je termine là-dessus pour résumer un peu tout ce que j'essaie de vous dire en disant que là où le design system en fait, cherche plutôt à résoudre des problématiques d'ordre technique, en fait, le design ops, lui, cherche plutôt à résoudre des problématiques d'ordre en fait, culturel. Et mettre en place en fait, un design ops dans une entreprise, c'est déjà une très bonne démarche de la part de l'organisation pour installer en fait, une culture auprès de tous ses employés, une culture design. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. En tout cas, c'était très intéressant d'échanger avec vous sur ces sujets qui, en tout cas, moi, me tiennent à cœur.